C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la fratrie, par rapport au fait où vous demandiez aux familles que toute la fratrie soit présente. Comment est-ce que ça se passe quand il y a un enfant dans la fratrie qui ne souhaite pas venir, tout simplement ? Alors, je ne sais pas si c'est arrivé, ça, finalement. Alors, il y a pu avoir des jeunes adultes, étudiants, pour lesquels c'était très compliqué de pouvoir faire un trajet pour revenir sur un mercredi après-midi sur un groupe. Mais je crois pas qu'on ait eu de situation où des parents puissent nous dire il y a tel enfant de la fratrie qui ne veuille pas venir. Alors, nous, c'est arrivé pour des ados. Et on accepte la famille quand elle se présente. Voilà, ils sont pas. Et ce qu'on dit souvent au frère, à la sœur qui est présente, c'est peut-être tu pourras raconter ce qui s'est dit à ton frère, à ta sœur, lui en parler. Et c'est arrivé qu'après, au deuxième, le frère ou la sœur vienne. Et dans ce cas-là, on a accepté aussi et on prenait un temps pour lui expliquer. Peut-être que mais on essayait de dire est-ce que tu parles de la maladie avec ton frère, ta sœur? Bon, il n'a pas voulu venir. C'était peut-être pas pour lui le dispositif qui chacun après aussi. Faut accepter que chacun se sente plus ou moins à l'aise avec ce dispositif-là. Mais tu pourras lui en parler. C'est vrai qu'on remet le petit livre aussi, donc on dit tu pourras lui transmettre, lui montrer. Et souvent, quand même, quand on revoit au deuxième groupe, on peut dire alors tu as pu en discuter, et donc c'est arrivé que les frères et sœurs viennent. Mais voilà, s'ils viennent pas tous, on essaye de demander à ce qu'ils soient tous présents, mais c'est pas toujours possible. C'est pour des contraintes scolaires, etc., ou parce qu'ils refusent. Et on fait avec la famille qui est présente sur le moment. C'est arrivé qu'on n'ait pas non plus les deux parents, voire pas les parents, parce qu'on a eu une situation où la maman était hospitalisée, un cancer, le papa avait un cancer, était hospitalisé. Elle a été accompagnée par ses grands-parents et voilà, on fait avec les personnes qui sont là et les personnes ressources. Oui, parce que c'est vrai qu'on insiste toujours lors de ce premier contact téléphonique pour que l'ensemble de la fratrie puisse venir. Si éventuellement, je pense à l'inverse, plutôt à des parents qui pourraient dire bon, mais on a un bébé, je pense qu'on va le faire garder par sa grand-mère, c'est pas nécessaire qu'il vienne. Et dans ces moments-là, on insiste pour qu'il y ait vraiment l'ensemble de la fratrie, en expliquant que par rapport à cette expérience de groupe, ce sera important que ça puisse se raconter aussi, et que ce bébé, il sache que voilà, quand son père ou sa mère a été malade, ils ont partagé une expérience tous ensemble où il a été question de parler de la maladie et qu'aucun enfant n'a à être mis en dehors. Et généralement, les familles, ça pose pas de soucis et c'est entendu cette dimension-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe en amont, ou alors peut-être que j'ai pas bien entendu, mais du groupe, c'est d'abord vous qui contactez les familles et vous faites cette proposition, ou un peu comment ça se passe? Alors c'est la question de comment nous sont adressées les familles, c'est un peu ça. C'est un peu ça votre question? Comment elles nous sont adressées? En fait, comment ces familles se retrouvent à ce groupe, en fait, tout simplement. Alors, la première étape, c'est effectivement, elle est un peu longue. Elles sont un peu longues, les étapes, mais ça part du scotch, en fait, du rouleau de scotch, que je vais confier bientôt à Véronique, qui nous sert à accrocher on est un peu vieux, nous, à toi, à accrocher les affiches dans les services, les petites plaquettes qu'on a éditées et qui sont à la fois dans les services de soins de l'hôpital, des cliniques, parce qu'une des spécificités à Tours, c'est qu'on accueille dans ces groupes les enfants dont un parent est suivi pour un cancer, quel que soit le lieu de soins, clinique ou hôpital. Donc ça, c'est important pour nous. Et donc, on essaye de diffuser ces petites plaquettes, ces informations, pour que les parents puissent avoir l'information tout seuls s'ils le souhaitent. Mais on compte beaucoup sur nos collègues soignants dans les services de soins, que ce soit les infirmières d'annonce, les infirmières dans les services, les internes, etc., les médecins, pour proposer ce dispositif. Les psychologues le font beaucoup aussi, parce que c'est souvent à l'occasion de ces rencontres, des accompagnements des patients, que cette question est soulevée aussi, de l'accompagnement des enfants, et c'est ainsi qu'ils nous sont adressés. Donc, concrètement, les familles vont ensuite appeler, pour nous en tout cas à Tours, la Ligue contre le cancer, s'inscrivent. La récupère déjà un certain nombre d'informations, l'âge des enfants, etc., le lieu de soins, etc. Et puis prévient qu'on va donne les dates de groupe, et prévient en fait qu'on va, quelques jours avant, les rappeler pour expliquer un peu plus précisément le dispositif du groupe. Voilà. Et ensuite, ils arrivent
en général à peu près à l'heure, au groupe, avec nous. Voilà. Ok, merci. Alors non, nous on rappelle pas systématiquement, c'est parce que le groupe existe depuis longtemps, donc les soignants sont quand même assez sensibilisés pour expliquer comment ça se passe. Et sinon, les secrétaires elles rappellent, prennent les renseignements, expliquent, s'assurent que l'enfant est bien informé du diagnostic. Donc on les a un petit peu formés parce que on avait pour des questions pratiques, c'est sûr que dans l'idée ça serait mieux, mais on n'avait pas la possibilité de rappeler. Donc c'est elles qui font ce premier travail. Et ensuite, quand on les reçoit, on prend un temps où on se présente pour expliquer comment ça va se passer. Mais les secrétaires leur disent qu'il y aura 2 séances, on explique où c'est, etc. En termes pratiques, on fait aussi, on leur propose des bons de transport. Lors de la secrétaire leur propose, puisque, voilà. Aussi, quand c'est nécessaire, c'est quelque chose que les médecins peuvent faire. Merci. Bonjour, je m'appelle Christine Voisin, je suis infirmière aux sources douleurs au CHR d'Orléans et je travaille au CETD d'Orléans depuis 21 ans. Et donc, nous avons mis en place, grâce à Nicole d'ailleurs, et Pascal Rouby, qui est pédopsie à l'IGR, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et grâce à lui et à Nicole, on a réussi à mettre en place ces groupes qui s'appellent Parole d'enfant. Mais d'ailleurs... Oui. Allez-y. Oui, excusez-moi. D'ailleurs, nous étions venus vous rencontrer lorsque on cherchait à mettre le groupe d'enfants, à mettre en place le groupe d'enfants à Tours. Et on a vu Raquel Espinoza et l'équipe. C'était Raquel, exactement à l'époque. Voilà. Et donc là, à côté de moi, voilà une nouvelle psychologue qui va intégrer le groupe, parce qu'on a eu un départ de psychologue qui est parti en libéral, qui était Sophie Page. Et c'est donc Sarah Catelin qui va intégrer le groupe, voilà, qui fait partie de notre équipe récemment. Moi, ma question était... alors déjà, concernant le film, je vais aller vous voir, parce que nous, on a toujours ce premier film qui avait été fait par Nicole, et on est vraiment très ennuyés par ce film de 1994. Et on aimerait... Pardon ? C'est les ambulances qui grincent, oui. Et les coupes de cheveux, c'est oui. ça. Oui. Donc voilà, on est très intéressés par ce film et c'est pour ça que je suis venue pour voir ce film et puis aussi pour discuter de nos difficultés. Et en fait, je voulais déjà dans un premier temps savoir, parce que moi je suis infirmière, donc en fait c'est moi et ma collègue qui recevons les appels téléphoniques. Donc les inscriptions, on a comme vous, on a fait du copier-coller à l'IGR avec Nicole. Vraiment, ça n'a pas changé. Donc on reçoit, on fait qu'un seul groupe. Par contre, et donc nous avons nos plaquettes que l'on tous les étés, que nous scotchons, les affiches, enfin bref. Donc ça, c'est moi et ma collègue infirmière. Après, les familles donc nous envoient les coupons d'inscription et à l'issue de ces coupons, nous rappelons toutes les familles dans la semaine qui précède. On a donc cet entretien téléphonique. Donc c'est nous en fait qui voyons tout ça, qui confirmons les inscriptions. Mais ce que je voulais savoir, c'est que parfois il y a 3 familles, 4 familles d'inscrites, et on se retrouve avec une famille pour des raisons diverses par rapport à la pathologie et à la maladie. Comment faites-vous quand vous vous retrouvez avec une famille, 2, 3 enfants, mais une famille ? Moi, je vais vous dire comment on procède, mais je voulais savoir vous comment vous procédiez. Alors nous, on l'a fait au dernier groupe. On devait avoir un groupe extrêmement nombreux au point qu'on avait refusé des inscriptions. Et en fait, il y a eu malheureusement un drame dans la famille dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants inscrits qui n'ont pas pu venir. Parce qu'on a appris le jour même au moment de l'inscription, parce qu'il y a eu des soucis de communication. Et puis un papa malade, pareil. Donc en fait, on a cumulé, voilà. Et il y avait un seul enfant. Et on a fait le groupe. Alors, on n'a pas respecté le cadre tout à fait en termes de positionnement. Mais en fait, on était là. On savait que c'était important parce que tu avais eu la famille au téléphone. Enfin, voilà. Enfant unique, il y avait pas mal de choses de toute façon à discuter. Donc, on a fait la même chose. On a passé le film. On a pu discuter. Et en fait, entre-temps, le papa a été hospitalisé. Les choses se sont un petit peu aggravées, ce qui n'était pas tout à fait prévu, parce que voilà, il venait de terminer un traitement assez lourd avant une chirurgie qui finalement n'était pas possible. Donc on a changé de registre sur le deuxième groupe et finalement on s'est dit heureusement qu'on l'a fait. Alors, d'accord. Merci. Je voulais juste compléter parce qu'on était toujours embarrassés, les premières années, de savoir comment s'en débrouiller quand on n'avait qu'une seule famille. Soit parce qu'il y avait des effets d'annulation, mais dans ces moments-là, il nous faut quand même vivre pas mal ce qu'ils vivent aussi avec leur maladie dans les familles, de ce qui est prévu et ce qui tout d'un coup s'annule. Mais surtout, les premières fois, on ne savait pas trop s'en débrouiller, si on passait le film ou pas, si on faisait une seconde séance ou pas. Et on s'est mis au travail avec Nicole là aussi. Et en fait, maintenant, on sait et on est sûr de ça qu'on fait 2 séances, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on ait 1 ou 2 familles, on fait une deuxième séance. Un après-coup, forcément.
Nous, notre décision... Et on passe le film. Nous, on a tendance à rappeler du coup la famille et à leur expliquer la situation et à voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent maintenir ou être reportés sur le groupe suivant, parce que c'est vrai que du coup l'intérêt du groupe c'est de pouvoir partager. Et sinon, on va les rencontrer, on propose une rencontre en individuel. Bah, c'est ça, nous c'est exactement ce qu'on fait. On sort de la structure du groupe et on les reçoit en individuel. Éventuellement à deux, mais pas forcément, mais en tout cas on n'anime pas de groupe quand il n'y a qu'une famille. Alors oui, après s'ils viennent oui. Ouais. Voilà, oui, non, s'ils viennent, c'est sûr que voilà. Mais c'est vrai que si on en a qu'un qui est inscrit, on reporte. Ouais. On fait comme vous, on propose effectivement, si on le sait à l'avance, savoir s'ils veulent être reportés sur un autre groupe ou si on le maintient. Souvent, il y a parfois un caractère un peu d'urgence, enfin, comme si c'était le kairos dont nous parlait Eric Fiat. Ça peut être le bon moment à un moment donné, et ils peuvent avoir l'impression que si on décale d'un mois, ça sera plus forcément ce bon moment-là. Par contre, j'ai perdu le fil de ma pensée, je voulais dire quelque chose. Si, l'expérience pendant la période du Covid a fait qu'on a, pendant un tout petit temps, arrêté complètement les groupes. Et dès que ça a été possible, on les a repris, mais famille par famille. Alors ça nous a demandé une énergie considérable parce qu'on divisait les groupes. On enchaînait parfois de 14h à 16h une famille, de 16h à 18h une autre. On était absolument épuisés. Mais on gardait quand même la dimension d'une famille et 2 séances, quoi, pour pouvoir maintenir cet après-coup. Et on était très contents quand on a pu les remélanger. Alors que nous, pendant le Covid, on a interrompu et on a testé à la demande. Et puis on s'est dit, tiens, on va tester le groupe en visio, donc à ne pas faire. C'est un format qui peut marcher pour d'autres groupes, c'est-à-dire des groupes de thérapie où vous connaissez les patients, ou voilà, un groupe fermé, plusieurs séances, pourquoi pas. Mais là pour ce genre de problématiques, ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment très très compliqué. Parce que le partage émotionnel ne peut pas se faire facilement à travers les écrans, parce que vous ne pouvez pas être là non plus pour tout ce qui est non-verbal, tout simplement. La diffusion du film, c'est extrêmement compliqué, donc souvent les gens sont obligés de couper leur caméra pour voir le film, donc vous ne voyez pas les réactions. Donc vraiment, c'est pas du tout adapté. Donc voilà, on n'a pas cédé à la pression de l'institution qui voulait vraiment qu'on fasse en visio. On a dit, non, voilà, tant qu'on ne peut pas reprendre, on a choisi de suspendre les groupes là pour l'instant. Bon. Ma deuxième, je suis désolée, je termine juste, concernant le rôle du paramédical, puisque nous on est complètement impliqués depuis 20 ans, et je voulais savoir, donc vous, comment ça se passe la logistique? Je veux dire au niveau des goûters, les inscriptions, c'est nous qui gérons tout ça. Et nous on est présents pendant la séance, mais en arrière du groupe, on est vraiment au fond de la salle, on fait un peu Madame Mouchoir, pipi, voilà, enfin bon, on regarde le timing, on essaye de cadrer un peu, voilà, on sert un peu à ça, et au débriefing également, puisqu'on prend des notes, et au moment du débriefing, eh bien, on discute de tout ça. Alors nous, on n'a pas. Et c'est ça que je voulais savoir. Et on n'a pas, et ça nous manque. On a eu la chance ces 2 dernières années d'avoir une étudiante, d'ailleurs Blandine est là et on la remercie, une étudiante en psychologie qui était en dernière année, qui dans le cadre de son stage par ailleurs a pu participer à ces séances de groupe. Et elle était scribe en fait. Et c'était très précieux parce qu'elle était, elle notait justement l'infraverbal, les mots employés, etc. Et on a beaucoup avancé en supervision grâce à son travail de petite main derrière. Mais sinon, effectivement, l'organisation, les inscriptions, c'est la Ligue contre le cancer, donc la secrétaire de la Ligue qui reçoit les inscriptions. Les groupes ont lieu dans une salle qu'on installe nous-mêmes, en fait. La salle du goûter, on l'installe nous-mêmes. Les courses, on les fait un peu nous-mêmes. Mais le goûter nous est préparé par la cafétéria des studios, qui est un cinéma, en fait, à Tours. Voilà. Alors, en plus, c'est une belle histoire parce que c'est Françoise, qui est donc l'ancien médecin qui co-animait les groupes, qui est aussi comment dit-on, membre de l'association. Plus que membre. Présidente Non. Ton rôle dans l'association R. À R. Bon, elle n'est plus que bénévole, mais elle a participé à l'organisation et à la construction de cette association, qui est un restaurant. Quels sont les mots exacts à dire? Un chantier d'insertion. Et donc, c'est dans le cadre de ce chantier d'insertion que nous sont préparés des bons goûters. La question du bon goûter, elle est importante. Elle est très importante. Pour nous,
Par souci d'économie, ça s'est nettement dégradé. Pour vous dire, on fait tout, on fait le ménage, on met en place, on nettoie, on passe le balai, enfin tout, de A à Z. Ouais. On passait même la machine, à un moment donné, là, l'espèce de grosse machine pour les sols. Voilà. Et le goûter, alors avant on avait un lieu, un espace pour le goûter, on sortait de la salle, on allait dans un autre espace, le goûter était mis en place, on avait un bon goûter, on pouvait vraiment se poser, faire un chocolat chaud aux enfants. Là c'est fini, restriction de budget, on n'a plus de salle, on commande nous-mêmes le goûter, on arrive avec notre bouilloire, enfin vraiment on gère tout de A à Z. C'est pas très, très confortable, hein, mais je vois même pour les groupes, pour les fratries, il faut aller faire les courses avant, enfin voilà. C'est vrai que pour les faire vivre, les groupes, il faut vraiment en avoir envie. Alors, on espère vous convaincre que ça vaut vraiment le coup, pour les enfants, pour les parents et pour vous aussi, hein, parce que mais c'est vrai que c'est un investissement, c'est sûr. Alors juste, Emmanuel me faisait remarquer qu'on avait réussi à négocier qu'on fasse plus la vaisselle. Oui, c'est vrai, on fait plus la vaisselle. Un petit progrès. Ceci dit, c'est quand même des temps, on rigole avec tout ça, dame pipi, moi je fais extrêmement bien ça. Et en fait, j'adore, parce que c'est arrivé, donc moi je prenais des notes quand je suis arrivée pour avoir intégré le groupe, voir comment ça se passait et comment ça se déroulait, je prenais moi aussi des notes. Et c'est arrivé qu'il y ait des enfants que j'emmène aux toilettes et qui me disent « Mais alors toi, t'es étudiante, ça veut dire que t'es une adulte quand même ?» Et puis en fait, oui, je suis une adulte, mais comme je l'emmenais faire pipi, du coup, il m'a raconté plein de trucs aux toilettes. Et je me suis dit, en fait, il se joue aussi des choses là, il se joue des choses au goûter. Et nous, après, en fait, on en discute en rangeant la salle. Donc finalement, c'est des temps, c'est pas des temps, on le vit pas comme un temps de corvée ou un temps de. C'est aussi le moment où nous, on lâche la pression parce que finalement, là, quand même, il peut y avoir un enfant, il peut y en avoir 10. On a cette espèce de tension de, je suis là, faut que je sois vraiment là, quoi. Et du coup, d'arriver à... c'est aussi ce moment-là où nous, on baisse un peu toute cette tension, cette pression. On a nos petits rituels de vérifier que le film, il marche. Donc là, on l'a pas fait. C'est pour ça, l'erreur, cette fois-ci, aujourd'hui. Mais on a des petits... parce que on a quand même cette petite appréhension de ne pas être à la hauteur, quoi. C'est vraiment ça. Et là, moi, je rajouterais 2 choses. C'est qu'effectivement, dans l'idéal, avoir une 3e personne et les étudiants pour ça, en tout cas, on l'a ouvert au départ aux étudiants de dernière année, pour pouvoir à la fois leur permettre de vivre ces moments qui sont des moments très précieux. Et je crois que ça... Blandine, qui a participé l'année dernière avant de terminer d'exercer comme psychologue, elle en a tiré plein de choses dans son travail d'écriture, etc. Et c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir, effectivement, qui serait vraiment important de pouvoir le maintenir. Plusieurs fois, on s'est dit en supervision qu'il fallait qu'on demande peut-être à des collègues psychologues qui travaillent sur l'hôpital, qui, elles, ont plus souvent des stagiaires, de faire ce partenariat, justement, et que la stagiaire qui serait, je sais pas, en oncomètre, par exemple, en stage de cette année, pourrait, en parallèle, accompagner ou être là au moment des groupes, parce que nous, on en a besoin pour pouvoir justement regarder, avoir ces éléments d'infraverbal qui sont très précieux, et que ça soit au contraire extrêmement précieux aussi pour une étudiante ou un étudiant de vivre ces moments-là. On nous a souvent demandé de participer pour venir voir, mais évidemment c'est impossible, à part dans ce cadre-là. Et j'ai encore perdu le fil de ma pensée. Je vais vous le dire autre chose, mais ce n'est pas grave, c'est parti. Il y a une question de toute façon. Je voulais savoir à quel rythme vous proposez ces séances. Alors, je réponds juste pour tour. Nous, c'est un groupe tous les 2 mois et les séances ont lieu à 15 jours d'intervalle avec des binômes en alternance. C'est-à-dire qu'on est 2 binômes à s'alterner pour que ça soit... Et qu'on n'échange pas, en fait. Ah oui, on échange de temps en temps. Alors, en fait... Oui, alors les binômes sont fixes, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler en binôme, en couple thérapeutique, et on n'aime pas trop changer. On a quand même nos petites habitudes, en fait. On se rend bien compte qu'on aime bien parfois échanger, mais qu'on n'est pas aussi à l'aise parce qu'on n'est pas autant rodé, en fait, avec les rouages de parole et les petites habitudes des uns et des autres. Quand les groupes ont été construits, en fait, à l'hôpital, les cadres supérieurs de santé du pôle avaient imaginé qu'on pourrait utiliser un psychologue à chaque fois, en fait. Pour pas que ça prenne trop de temps, en alternance, un mois sur l'autre, tu vois bien. Et là, on a vraiment tenu bon pour dire que c'était pas possible. Et plus le temps passe, et plus on sait qu'effectivement, on peut s'appuyer que sur le fait qu'on se connaisse bien, suffisamment bien pour être sûr de l'autre aussi à côté et pouvoir compter les uns sur les autres. Alors, nous, on a un petit peu plus de groupes. On est à peu près quand on fonctionne normalement, on est plutôt à un groupe par mois à peu près, sauf pendant l'été. Donc ça fait 8-10 groupes par an.
espacé de 15 jours, sauf exception, quand la deuxième séance tombe sur les vacances, on essaye toujours d'éviter. Par contre, on n'a pas de binôme fixe. On est 3 en ce moment à animer les groupes. Mais on tourne notamment, moi ça peut m'arriver d'animer avec un collègue médecin et puis après avec un autre, on est une petite, on essaie d'avoir une petite équipe, là on essaie de développer un peu pour que ça soit, parce que ça revient vite tous les mois, donc c'était un peu compliqué vu que ça dure 2 heures. Voilà. Tu voulais préciser quelque chose, Amandine. Il y a quand même des moments où on intervertit, en fait, quand il a pu arriver, par exemple, que Amandine ait une de ses patientes qui soit dans le groupe et qu'elle préfère que ce soit un autre médecin qui soit là, ou si un enfant, par exemple, pouvait être suivi en psychothérapie déjà au cabinet chez Hélène et que l'intérêt du groupe était quand même important, mais c'était plutôt important que ça soit avec un autre, en fait. Et donc, on pouvait aménager les choses ainsi. Oui, j'ai une question, mais je vais quand même profiter d'avoir le micro pour vous remercier et vous féliciter, parce que j'ai des très bons retours des familles de patients que j'ai pu vous adresser. Et dans les moments où ça va beaucoup moins bien pour les patients, c'est arrivé il y a encore 2-3 jours, là, quand j'ai des petits garçons de 6 ans qui viennent et qui ont déjà des schémas, qui ont déjà compris beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez réussi à leur faire passer comme message. Ça apporte beaucoup de sérénité, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les patients, de savoir qu'on a pu, en amont des situations les plus difficiles, les préparer un peu tout ça. Et puis je vous félicite pour la qualité des interventions aujourd'hui multidisciplinaires, ce qui est très enrichissant. Ma question, c'était, au terme de ces groupes, j'imagine que vous percevez des situations qui nécessiteraient de poursuivre un suivi, de mettre en place un accompagnement qui soit plus prolongé. Est-ce que vous êtes en difficulté pour le proposer? Est-ce que vous avez les logistiques pour vous le proposer? Ou est-ce que vous orientez facilement sur des consoeurs ou des confrères qui peuvent l'assumer? Oui, donc, effectivement, on repère, c'était un petit peu l'objet de la présentation, de montrer qu'à travers ces groupes, effectivement, on repérait souvent des difficultés. Nous, on est une assez grosse équipe, donc on a tendance un peu facilement à proposer le suivi chez nous, parce que c'est compliqué d'orienter en région parisienne. Il y a 6 mois, 1 an d'attente au CMP, donc on sait que c'est pas facile. Pour orienter des adultes, on peut s'appuyer sur la Ligue, etc., des choses. Mais pour les enfants, les dispositifs sont un peu saturés. Donc, c'est vrai que moi, je suivais quand même pas mal d'enfants. J'ai 2-3 collègues qui n'animent pas les groupes, mais qui ont un intérêt et qui suivent quelques enfants. Donc, on fait des suivis. Ensuite, on va s'appuyer aussi sur... il y a l'association des enfants aidants qui s'appelle Jade. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une association qui propose des séjours et des stages aussi, et du soutien psychologique. Et puis c'est vrai qu'après, vraiment dans les situations où c'est compliqué, on peut s'appuyer sur le secteur, mais sinon sur les réseaux. Les réseaux d'onco, des fois le psychologue peut passer à domicile et peut démarrer aussi une prise en charge familiale, voire proposer un suivi pour les enfants. Un psy de l'HAD aussi, dans les situations plus de fin de vie. Et à Tours, tout dépend évidemment de la situation sociale, financière des familles. Ce qui peut être parfois compliqué dans les orientations vers les CMP, CMPP, c'est par rapport au délai. Ça, effectivement, il peut y avoir des moments, en contactant les pédopsychiatres, si on estime qu'il y a vraiment une urgence, les enfants peuvent être remontés dans la liste, mais parfois ça peut être un peu difficile. Après, les collègues en libéral qu'on connaît, qui peuvent par ailleurs avoir travaillé dans les services de cancéro, on les connaît, on oriente, il y a moins de difficultés. Mais c'est vrai que pour des familles qui seraient vraiment dans l'impossibilité de pouvoir financer des séances en libéral, ça peut être plus difficile, c'est vrai, au regard de ce qui se passe dans le secteur public aujourd'hui.
Moi, ça fait plusieurs fois que je pose des questions. Juste peut-être je me présente rapidement. Je suis médecin à la clinique avec Amandine, mais plutôt médecin généraliste pour le coup. Et je suis assise ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une situation très difficile au mois d'août. En plus, c'était un peu la merde, sous-effectif. Enfin, bon, voilà. Et il y a une patiente de 38 ans, cancer du sein, situation palliative terminale, qui a demandé une sédation profonde et continue. Et donc, elle a passé en tout et pour tout une semaine avant que je réalise la sédation avec une collègue infirmière. Et elle avait 2 petites. Je ne me souviens plus des âges précis, mais c'est quelque chose comme 4 et 6. Et on a dû, avec Camille Petit, une des psychologues du service, vraiment essayer d'organiser l'accompagnant de tout le monde. Donc la question dépasse un peu le cadre des groupes de parole. Mais je voulais juste poser une question par rapport à ça. Vous disiez, le docteur Lopez, tout à l'heure, qui avait donc Emma, si je ne me trompe pas, qui donc était dans une famille monoparentale avec juste la maman. Et que vous aviez fait un travail après avec le père, donc qui a priori avait changé de sexe entre-temps. Et en fait, là, cette patiente, 2 ans plus tôt, le cancer avait été diagnostiqué. Elle était en cours de divorce, finalement, qui n'avait pas eu lieu avec son conjoint. Donc, elle était juste séparée. Et du coup, le conjoint, ou l'ex-mari, était complètement évincé de tout ça. Et je me suis retrouvée à l'appeler 2 jours avant la sédation en disant voilà ce qu'on va faire, parce que le projet, les adultes responsables qui prenaient le relais, c'était plutôt les 4 grands-parents, et leur projet c'était de refiler les 2 petites, parce que c'était une semaine avant la rentrée en plus, au papa. Il habitait dans un autre département, en disant voilà, on a fait une sédation, elle est morte, maintenant elle retourne à leur vie normale. Et lui, il n'était pas du tout dans ce processus. Et j'ai vraiment eu l'impression de prendre un gros marteau, de casser la glace, un peu contre la vie presque de la patiente et des parents. Mais je me suis dit, j'ai eu l'intuition que c'était la bonne chose à faire pour les filles, parce que je me disais, si elles partent habiter chez leur papa, il faut qu'il ait des clés, il faut qu'ils soient accompagnés. Et de fait, on a beaucoup discuté avec Camille, et c'était vraiment nécessaire. Donc ma question, c'était, est-ce que... Je ne sais pas, quand vous préparez un groupe et que vous vous rendez compte qu'il y a c'est compliqué dans les relations intraparentales, comment vous faites pour gérer ça, pour aborder ça? Est-ce que vous dites, si vous n'êtes pas bien et que peut-être un jour vous allez décéder à un ou une patiente et que vous êtes séparés, est-ce qu'on fait venir... comment vous faites avec ça? Alors, c'est vrai que... Alors, nous, on a fait le choix de ne pas regarder les dossiers avant, pour pas être trop parasité et se dire on va au groupe en disant un tel c'est très mauvais pronostic, etc. Par contre, on regarde après ce que quand on détecte des vulnérabilités familiales, notamment des parents isolés, notamment avec des pathologies potentiellement incurables, c'est vrai que on essaye de voir si déjà ils ont été vus par l'assistante sociale. On essaie aussi de discuter avec l'oncologue, voir si la question a été abordée, où ils en sont dans l'élaboration autour de la non-curabilité, et d'anticiper, parce que, rassurez-vous, nous aussi, on est très régulièrement appelés en 10 minutes. Enfin, j'exagère, mais des fois, ça arrive dans la journée pour des situations. On se dit, mais c'est pas possible, ça n'a pas été anticipé. Personne s'est dit que cette dame allait mourir avec 3 enfants et qui va s'en occuper. Non, on les a appelés, ils étaient en colonie, ils sont pas au courant. Enfin, des trucs vraiment, voilà. Et c'est encore. Et du coup, c'est vrai que l'objectif des groupes, c'est de pouvoir anticiper, de pouvoir repérer ces situations, pouvoir vraiment faire ce travail en amont. Après. Malheureusement, il y a toujours des familles pour qui on va arriver un peu au dernier moment et il va falloir un petit peu se débrouiller un peu dans l'urgence pour faire ce travail-là et essayer de faire que ça se passe le mieux possible pour les enfants.